Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Cette semaine, j'en pince pour l'Italie, un glamour extra et un antiquaire extraordinaire sommaire. Tous les chemins mènent à ce palace romain. Joaillerie Catherine Baba nous laisse Baba à la maison Gripois. Benjamin Stenitz, un antiquaire créateur d'atmosphère. Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans le Bordelais, mais je vous en parlerai dans une autre émission. Pour le moment, en direction Rome, nous avons déniché un petit hôtel comme nous les aimons, les pieds dans l'eau et chic, avec par-dessus le marché un peu de soleil, ce qui n'est pas du luxe. Cette demeure est une invitation à la Dolce Vita. Tout près de Rome, au bord de la mer, cet hôtel 5 étoiles brille par sa décoration fastueuse. Et c'est aussi un lieu chargé d'histoire. L'hôtel La Posta Vecchia est construit sur les ruines d'une villa datant de l'Empire romain. En 1640, la famille Orsini a construit la maison qui a longtemps été une auberge d'État. Et puis, un milliardaire américain s'en est mêlé. En 1970, la maison a été achetée par Jean-Paul Getty. Elle était en très mauvais état, donc il a fait un énorme travail. Les ruines de la villa romaine ont été découvertes dans le jardin et le sous-sol. Il a entièrement rénové la maison pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Le milliardaire américain transforma la maison en temple de l'art, mobilier Renaissance, tapisserie des gobelins, plafond en bois doré. L'hôtel a conservé meubles et décorations de l'époque, tout en y ajoutant le confort moderne, plage privée, cours de tennis, spa et piscine chauffée. Tout est fait pour profiter du lieu. Après avoir restauré la maison avec l'aide d'un expert de l'art, Federico Zeri, Jean-Paul Getty a mis la maison en vente. Et c'est dans les années 80 que mon père a décidé de l'acheter. Il en est tombé fou amoureux. Et depuis les années 90, la villa est devenue un hôtel, La Posta Vecchia, et c'est toujours le cas. Et son histoire fait de ce lieu un hôtel particulier. Ce n'est pas n'importe quel hôtel, nous faisons partie d'Héret-le-Château, si tant est que c'est un privilège. Comme notre autre propriété qui s'appelle Il Pelicano, ce sont des hôtels de luxe à taille humaine et gérés de façon familiale. Un petit hôtel au grand luxe. Il y a 19 chambres dans l'hôtel, dont 8 sont des suites. Chaque chambre est différente car nous avons conservé la décoration choisie par Jean-Paul Getty lui-même. Donc elles sont toutes différentes. Il y a aussi une importante collection de meubles qui va du 15e au 19e siècle. Dans chaque pièce, vous trouverez quelque chose de vraiment unique. L'adresse séduira les amateurs d'intérieurs spacieux, chics et artistiques. Chaque chambre est unique. Les baignoires sont en marbre de Carrare, s'il vous plaît. La décoration évoque l'Antiquité. Le plaisir de ce palais est aussi dans l'assiette. Le chef s'appelle Michelino Gioia. Il est chez nous depuis pas mal de temps. Il possède une étoile au Michelin. Le plaisir de la table fait partie de l'expérience à la Posta Vecchia. Nous avons de nombreux clients qui viennent de Rome juste pour la journée, pour aller à la plage ou au parc et pour profiter d'un délicieux repas. Idéal pour profiter des saveurs de la cuisine méditerranéenne. Il utilise beaucoup de produits locaux, du jardin notamment. Nous y cultivons des légumes et il est très fier de cuisiner nos légumes. Italie oblige, on nous appâte avec des pâtes. Nous essayons de faire une cuisine qui parle de la région tyrrhénienne, des fruits et des légumes que l'on trouve ici. Baptisé César, le restaurant est dirigé par un empereur de la cuisine de saison. Les légumes et les fruits viennent du jardin bio de l'hôtel. Les clients peuvent prendre des cours avec le chef. Pour Michelino Gioia, la gastronomie, c'est d'abord de l'amour. L'hôtel, situé dans la campagne romaine, est idéal pour visiter la ville éternelle. Que demander de plus? Assis, quand peut-on revenir? Les gens viennent ici pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un endroit unique. Il n'y a pas beaucoup de lieux où vous pouvez vivre à côté de vestiges de l'Antiquité.
Et puis, nous sommes à une demi-heure seulement de Rome. Nos clients peuvent y aller pour la journée, faire les magasins, du tourisme et revenir dans ce lieu où ils se sentent comme chez eux. Même si c'est un hôtel, cela ressemble à une maison, une belle maison. Tous les chemins mènent à Rome, mais nous, on conseille celui passant par ce palace. Elle est beaucoup plus connue dans le petit milieu de la mode que du grand public. Mais vous allez voir, Catherine Baba est une styliste de talent. Elle vient de signer pour la belle maison Gripois une collection de bijoux aussi glamour que couture. Vous allez adorer comme moi. La maison Gripois est une perle parisienne. Fondée en 1869, son histoire est pavée de belles collaborations avec les maisons de haute couture, Chanel, Dior ou encore Balenciaga. Dans les années 2000, le joaillier connaît des difficultés. Il va être sauvé par une femme. Alors, qu'est-ce qui vous a piqué de reprendre Gripois? Alors, au départ, c'est vraiment un pur hasard. C'est mon mari qui est un petit peu touche à tout, a entendu parler de cette maison qui cherchait un financier, etc. Donc, au départ, je suis rentrée dans l'aventure comme ça. Et ensuite, je suis devenue autonome et passionnée. Voilà, je suis, sans faire jeu de mots, tombée dans la pâte de verre. On n'est pas très nombreux, on est 5 au total, donc voilà, je m'occupe de la direction artistique lorsque je fais des collections Gripois. Les ateliers subliment la pâte de verre, leurs bijoux conjuguent modernité et savoir-faire artisanal. Gripois est tombé Baba de Catherine Baba. La styliste d'origine australienne a donc imaginé une collection pour la maison. Je t'ai proposé de collaborer avec la maison Gripois pour créer une collection bijoux signée par moi. Et bien sûr, je ne pouvais pas résister de le faire. Gripois a commencé fin du 19e siècle. Et c'était la période très néo-romantique. Et moi, j'étais déjà dans ce monde néo-romantisme. J'étais en train de lire beaucoup de Oscar Wilde et de livres sur cette époque. Donc, quand ils m'ont contacté, c'était peut-être aussi pas le hasard, mais j'étais très... Dans la mouvance. Oui, en amour avec le néo-romantisme. Gripois, c'est complètement aussi précisément technique avec la pâte de verre. Seule une poignée d'artisans sait encore mettre la main à la pâte de verre. Le verre, ils font à peu près à 800-900 degrés. Enfin, il est bien fondu vers 800-900 degrés, il commence à fondre avant. Donc pour pouvoir le mettre dans la pièce, il faut que la pièce soit rouge. Ça, ce sont des pièces qui vont sur des pochettes et des sacs à main. Le plus compliqué sur des pièces qui sont assez grosses, c'est qu'il faut chauffer toujours toute la pièce. Parce que sinon, il y a toujours une partie qui casse quand on est en train de travailler. Une fois que le verre va être coulé dedans, la pièce elle va être mise dans l'acide pour la nettoyer et elle va partir en traitement pour mettre soit être dorée, soit être argentée. En France, on est très peu à travailler le fer de cette façon-là. Il y a des verriers partout, il y a en France et à l'extérieur de la France, mais l'émaillage, c'est vraiment particulier à la maison Gripois. Certaines pièces nécessitent des centaines d'heures de travail. Il y a des pièces que, par exemple, moi, j'ai des pièces fétiches comme cette pendentif que j'ai trouvée il y a longtemps, mais que j'ai voulu redessiner et recréer pour cette collection. Bien sûr, avec les touches de pâte de verre. L'absinthe avec le Cupidon, c'est la flèche de Cupide qui transperce le cœur. Donc c'est très lié à cette époque. De Byron, de Beardsley.
Il y a le phénix, l'oiseau qui est l'oiseau de feu mythique qui sort les cendres. Et ces bijoux évoquent l'univers décadent des poètes néo-romantiques et l'influence des déesses mythologiques. Voici, par exemple, la bague Vanité. Moi, j'adore. Quand je sors, il y a des moments où il faut faire des petites retouches. On n'a pas toujours la place dans le sac ou dans les poches pour mettre tout. Le miroir est sur le doigt. Moi, je travaille beaucoup avec des tendances des fois, mais je préfère de même effacer une sorte de tendance pour évoquer une diversité dans la mode. Mais d'être une femme, je pense, pour moi, me permet d'aussi voir par rapport à ce que mes envies. Et quelque part, si moi j'ai envie de ça, peut-être il y a une autre femme ou deux qui ont envie aussi. Donc, pour moi, c'est important d'avoir envie de porter ce que je fais. La collection est donc à son image pour le plus grand bonheur de Gripois. Catherine, elle était juste parfaite pour la maison Gripois, puisqu'elle a réveillé les beaux trésors qu'on réalisait dans le temps. Parce que moi, j'ai eu des contraintes pour maintenir ce savoir-faire et cette entreprise à flot, c'est de m'adapter au marché. Ça fait partie de l'histoire et aussi du patrimoine français, donc ce serait dommage que tout ça s'en aille, quoi. Donc voilà, je m'accroche avec beaucoup de passion, mais quand même, c'est beaucoup plus dans la poésie que je fais ça que pour basiquement gagner des sous. Avec Marie Keslassi, la maison Gripois ne s'est pas grippée. C'est même une renaissance pour les ateliers patrimoine du luxe français. Cette séquence s'adresse à tous les amoureux des beaux objets et à tous ceux qui n'ont pas pu venir admirer les merveilles de la Biennale des Antiquaires. Rencontre avec Benjamin Stenitz. Antiquaire de père en fils, c'est ce qui pourrait être inscrit sur cette galerie. Passé la lourde porte, on pénètre dans un monde de luxe et de beauté. Cette galerie a été fondée il y a 40 ans par Bernard Stenitz, décédé récemment. Benjamin a reçu le talent en héritage. Moi, j'ai surtout eu une énorme chance, c'est d'avoir des parents qui nous ont donné, et qui m'ont donné une envie et qui nous ont exposés très jeunes à leur vision d'un intérieur. J'imagine que le fait de vivre comme ça et d'être immergé dans ces atmosphères m'a bien évidemment fait évoluer d'une manière où j'ai été touché par ça. Et j'ai toujours un énorme plaisir à perpétuer cette tradition familiale. En parlant de tradition, il y en a une que les Stenitz ne manqueraient pour rien au monde, la Biennale des Antiquaires. C'est l'occasion pour eux de se surpasser. C'est pour nous un grand plaisir de pouvoir participer et puis de montrer un petit peu avec fierté nos dernières découvertes et nos objets les plus précieux. Et dans notre cas qui est un petit peu particulier, le savoir-faire de nos équipes par rapport justement à la réalisation d'un décor, en utilisant toujours ce qui est une de nos spécificités, des boiseries anciennes ou des éléments anciens tels que des cuirs ou des papiers peints souvent chinois. Il faut réussir à trouver un juste équilibre entre la beauté des décors, sans que pour cela ça nuise bien évidemment à la lisibilité des objets. On peut dire que l'antiquaire pratique l'art de la mise en scène. Nous sommes les seuls aujourd'hui à vraiment proposer une vision personnelle d'un art de vivre, d'un intérieur, tel que nous aimerions nous-mêmes nous y trouver.
et que nous proposons donc à nos clients. Nous avons une équipe encore de plus de 40 personnes réparties dans divers ateliers, certains de restauration des meubles eux-mêmes et des objets, mais également une équipe de menuisiers tout à fait formidable et qui sont capables de donner vie à nos rêves et d'installer, de réaliser de choses formidables. Benjamin Stenitz fait partie des rares antiquaires à posséder encore ses propres ateliers. Ça peut également être la rencontre entre deux matériaux. Et là, on a par exemple un très joli ensemble de chaînes sculptées d'époque néo-renaissance et que nous avons décidé de mélanger avec des cuirs gaufrés du XVIIe siècle pour créer une atmosphère. C'est ce qui me plaît particulièrement. C'est un buste de Massimiliano Soldani Benzi, qui était un des très bons et extraordinaires sculpteurs du début du XVIIIe siècle italien. J'en suis tombé assez follement amoureux, notamment de par la qualité bien sûr de son dessin, mais également sa patine dorée, qui est typique de Soldani Benzi, qui est une patine intouchée, et on voit ces couleurs tout à fait translucides, ces épis qui ont une force comme ça et qui s'opposent justement à la fluidité des cheveux. On sera fiers de montrer cet objet. Sa galerie est une ode au mélange des styles. C'est même le savoir-faire des Stenitz. L'antiquaire revendique un certain matérialisme. J'adore mes objets. Je pense que nous avons certainement, on le dit souvent, mais l'un des plus beaux métiers du monde, sinon le plus beau métier du monde. Et on se fait plaisir en achetant des objets qui nous plaisent. Et donc à partir de là, on joue à juxtaposer et à rassembler des objets qui ont des origines différentes et souvent d'époques différentes. Je pense que le marchand, l'antiquaire, se doit d'honorer ses clients de ses plus belles découvertes. Voilà, on est devant un meuble d'Édouard Lièvre, qui est un meuble pour moi, peut-être vraiment un des chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle le japonisme de la fin du XIXe siècle. Édouard Lièvre était un artiste particulièrement talentueux qui a commencé sa carrière en réalisant des dessins et des gravures. Il a notamment gravé toute une partie des grandes collections du Louvre, la collection Sauvageot et d'autres collections. Mais le dessin général de l'objet, toutes ces courbes, toute cette harmonie est tout à fait extraordinaire. Toute l'entretoise est faite d'un morceau de bronze qui est tout à fait sublime. On est vraiment en présence d'un meuble d'art. C'est tout à fait excitant, je trouve. Quand on aime son objet, on ne s'en lasse jamais. L'important, c'est d'oser son goût. C'est ça le plus important. Plus qu'un simple antiquaire, Benjamin Stenitz est surtout un créateur d'atmosphère surdoué. La vie de château, ça sera pour une autre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Bernard Magret de nous avoir reçus à Château Pape Clément. Au revoir. Louis Bénèche cultive ses jardins secrets, mais deux hommes ont décidé de les dévoiler. Le journaliste Éric Janssen choisit les mots, Eric Sanders les photos. Leur livre revient sur 12 jardins privés réalisés par le paysagiste à la fin des années 1990. Louis Bénèche manie plus volontiers le râteau que le stylo. Mais dans cette célèbre librairie parisienne, il se plie bien volontiers à une séance de dédicace. Il faut dire que son parcours a de quoi intriguer. On a d'abord cru à une mauvaise graine, car à la fin de ses études de droit, il préfère les herbes folles. Pépiniériste en Angleterre, jardinier à l'Élysée et au Quai d'Orsay, son entreprise a poussé. Aujourd'hui, 12 personnes y travaillent. Son prochain défi sera royal, le château de Versailles. Vivement le tome 2 de ce livre pour en connaître les moindres détails. Car plus à l'aise avec le stylo qu'avec le râteau, c'est Éric Janssen qui continuera l'histoire.